La sécurité reste l'un des problèmes les plus importants aujourd'hui. Comment le monde et les armements ont-ils évolué et quels sont les armements nécessaires pour garantir la sécurité? Sur quel type d'armement mise-t-on aujourd'hui lorsque nous nous écartons, dit-on, de la politique de dissuasion nucléaire? Sur le plan global, heureusement, le climat des relations s'est amélioré entre la Russie et l'OTAN. Malgré de nombreux propos sur un soi-disant redémarrage des relations, nous n'avons vu qu'un seul pas réel fait par les États-Unis, leur renoncement au bouclier antimissile. C'était un signe positif, mais nous l'avons accueilli avec beaucoup trop d'optimisme. En effet, 2 heures après la déclaration de Barack Obama sur le renoncement à l'ABM, les États-Unis ont affirmé que le président avait été mal compris et qu'ils avaient l'intention de faire autrement. Moscou suit très attentivement tout cela. Néanmoins, le renoncement à la 3e zone de positionnement de l'ABM en Europe est un signe positif assez sérieux. Venons-en à la défense nucléaire. Vous n'ignorez pas que la tendance dans le monde ces dernières années ne concernait dans ce domaine que la réduction par étapes des armes nucléaires. Ce sont les traités START 1 et START 2. Actuellement, un nouveau traité vient difficilement à maturité, en vertu duquel les parties ont l'intention d'avoir dans leurs arsenaux environ 1200 à 1500 ogives nucléaires. Tout cela peut être considéré comme un souhait des puissances nucléaires de réduire leur arsenal. Mais ce n'est qu'en théorie. Dans la pratique, nous n'arrivons pas à nous entendre avec les Américains sur les règles du jeu. Lors de sa visite en Russie, Hillary Clinton a fait une déclaration intéressante qui ne pouvait être comprise que par les spécialistes. Elle a déclaré que des officiers russes pourraient être admis dans les arsenaux nucléaires des États-Unis. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Conformément au traité, une commission américaine est arrivée pour inspecter l'arsenal russe et les Russes se sont rendus aux États-Unis. Quels ont été les résultats? Alors que la Russie a détruit ses ogives, les Américains rusés ont ôté les ogives et les ont stockées. Mais nos spécialistes n'ont pas été autorisés à regarder ces stocks. Cela a engendré un problème sérieux, celui de la récupération du potentiel. Les Américains ont pu retirer les ogives des entrepôts pour en doter leurs missiles, alors que nous nous sommes retrouvés dans une situation injuste. À présent, les équipes de négociateurs mettent l'accent sur l'élaboration urgente de règles du jeu honnête, car nous en avons assez de ces tromperies. En ce qui concerne les récentes déclarations de la Russie sur les armes nucléaires, on sait que le secrétaire du Conseil de sécurité russe, Nikolai Patrouchev, a récemment fait une série de déclarations de principe, dont l'une a beaucoup effrayé les Occidentaux. Il a déclaré « Puisque la Russie détient des armes nucléaires, elle a le droit d'en disposer comme elle le souhaite, et la Russie se réserve le droit de faire une attaque nucléaire préventive. Selon l'interprétation de certains analystes occidentaux, la Russie peut frapper n'importe qui. Mais il s'agit d'autre chose. En plus des missiles intercontinentaux, la Russie possède d'autres types d'armements nucléaires, des armes nucléaires tactiques. Elle possède également des armes qui intéressent les Occidentaux, de petites munitions nucléaires. À mon avis, Patrouchev les avait en vue pour faire entendre à la Géorgie que la Russie ne se priverait pas du droit de réaliser une attaque nucléaire. Naturellement, ce ne serait pas une attaque qui pourrait anéantir la moitié de la Géorgie. Elle serait faite dans les limites nécessaires et suffisantes pour stopper l'adversaire. Mais dans l'ensemble, les négociations sur les armes nucléaires se poursuivent. Les armes nucléaires étaient et restent l'ossature de l'armée russe. Les armes nucléaires constituent un parapluie accordant à la Russie une chance historique de réaliser une réforme des armements conventionnels. Si la Russie ne détenait pas d'armes nucléaires, on lui aurait parlé autrement et depuis longtemps. D'autant plus que les services de renseignement étrangers veillent. Ils analysent brillamment l'état réel de l'armée russe qui subit des transformations radicales. L'essentiel est que grâce aux armes nucléaires, la Russie peut apporter des changements stratégiques à la structure de son armée. Grâce aux pétrodollars et aux minerais, la Russie peut progresser, mais non sans commettre d'erreurs. C'est pourquoi les réformes engagées dans l'armée suscitent des avis très contradictoires de la part des experts, non seulement russes, mais aussi étrangers. Vous avez mentionné la Géorgie. Une menace potentielle du régime de Saakachvili existe-t-elle toujours? Oui. Il y a le régime politique inamical de Saakachvili et l'armée géorgienne qui, depuis les événements d'août 2008, se fait fébrilement des muscles, entre autres avec l'aide de l'OTAN. Rappelons qu'avant l'irruption en Ossétie du Sud, l'armée géorgienne avait été équipée par plus de 22 États de l'OTAN, et pas seulement par eux. Israël lui avait également livré des drones, après quoi le pays avait demandé au Kremlin de l'excuser et promis de ne plus en livrer. Cependant, le chef des renseignements israéliens a récemment officiellement déclaré qu'Israël livrerait de nouveau des drones à Tbilissi. Mais cela se fait dans le cadre de la législation internationale, n'est-ce pas? Tout à fait. Lorsque j'ai effectué une enquête sur les livraisons d'armement ukrainiens à la Géorgie, et lorsque nous avons reçu les documents de la commission spéciale du Parlement ukrainien prouvant que des armements et des spécialistes ukrainiens avaient été envoyés dans l'armée géorgienne, les hommes politiques géorgiens avaient déclaré « Mais l'Ukraine a conclu avec la Géorgie un traité de coopération militaire ».
Ils avaient raison. Des armements sont livrés à un pays voisin de la Géorgie, ce qui suppose une éthique politique. En effet, des missiles de DCA livrés par l'Ukraine à la Géorgie ont tué des soldats russes, détruit des avions russes et visé les civils d'Ossétie du Sud. Mais à ce qu'on voit, la Russie n'a rien contre la coopération militaire entre l'Ukraine et la Géorgie. Toutefois, Moscou comprend depuis longtemps la nature de cette coopération. Les deux pays font de leur mieux pour justifier l'avancée de l'OTAN. C'est clair pour tout le monde. Des renseignements secrets, des données informelles, des déclarations en témoignent. Et que fait Moscou? Le président russe a déclaré qu'il faut en tirer les conclusions qui s'imposent. Le Kremlin a laissé entendre que des sanctions économiques étaient possibles. Je le comprends, car lorsque les livraisons d'armes russes à certains pays déplaisent aux États-Unis, ils ne se gênent pas pour prendre tout de suite des sanctions. Sur quel type d'armement mise-t-on aujourd'hui? La Russie tente d'employer tout ce qu'il y a d'utile, d'intéressant et de rationnel dans le domaine militaire. Certes, l'une des meilleures armes au monde parmi les systèmes de missiles de DCA est le système S-400, le S-500 qui va bientôt sortir aussi. C'est un système assez complexe néanmoins, et les fameux patriotes américains font pas le figure face au système russe. Cela prouve que le potentiel militaire russe est encore très important, bien que 8000 chercheurs aient fui à l'étranger ces 18 dernières années. Ils n'ont certes pas tous fui dans le domaine militaire, mais environ 20% d'entre eux renforcent le potentiel militaire de différents pays. En ce qui concerne les types d'armes modernes, les systèmes de défense des chars sont actuellement largement utilisés. Lorsqu'un obus ennemi est lancé contre un char, ce système doit l'intercepter et le détruire en vol. Ces 18 dernières années, les services de renseignement étrangers ont suivi très attentivement ces progrès, en tâchant de s'en emparer, ce qui atteste que le complexe militaro-industriel occidental reconnaît les progrès russes.